Qu'on peut voyager ensemble dans le temps? Oh, que oui. Si je vous dis 1977, qu'est-ce que vous me répondez? Supernature. Rien ne l'avait destiné à être un carton mondial. Toutes les maisons de disques françaises l'ont rejeté. Et vous aviez compris qu'un nouveau média était en train d'arriver dans le monde de la musique. Et ce média, c'était le club, c'était la discothèque. Et un DJ, un jour, trouve dans un magasin de disques ce morceau, Supernature. Et ce DJ, c'est pas n'importe qui, c'est Frankie Crocker. En fait, c'est pas Supernature, c'est Love in C Minor. C'est mon premier album. Frankie Crocker était, puisque ça, était une star de radio. Et en fin de compte, quand Love in C Minor jeté par tout le monde, j'ai fait faire quelques vinyles. J'y croyais pas vraiment. Un titre de 16 minutes 30 de long, ça passerait pas en radio, on me disait. Il y a une erreur d'envoi des vinyles et un carton se retrouve à New York. Et tout à fait. Et il se retrouve chez un grossiste, au lieu d'avoir reçu des Barry White, il a reçu Love in C Minor. Évidemment, j'avais fait presser ça en Angleterre pour avoir le Printed in England. Et en fin de compte, ils m'ont tous cherché en Angleterre, ils m'ont pas trouvé. Donc Frankie Crocker a eu l'idée de faire qu'on appelle un cover, la même chose. Et ça s'appelait The Art of the Soul Orchestra. Et il sort ça, et ça fait un carton. Et moi, on m'en parle en France. Et en fin de compte, en fouillant, je me suis aperçu que c'était vrai, que le truc était en train de cartonner. Personne m'avait prévenu. Donc j'ai pris un copain, et je suis allé à New York, et j'ai sonné à la première maison de disques qui s'appelait Atlantic Records. Et donc j'ai signé, et puis vous savez, là, 50 ans après, je suis ici. Et ce qui est dingue, c'est d'avoir 50 ans de carrière et de démarrer une nouvelle carrière, celle de DJ. Ouais, ça fait 8 ans. En fin de compte, ma maison de disques me disait tu devrais étudier un peu les platines, ça serait bien, on pourrait te faire des festivals. Je me suis dit, tiens, j'ai mon fils Greg, qui est un DJ qui tourne depuis longtemps. Je lui ai demandé comment on fait. Donc j'ai pris une Ableton, et on a bourré de choses à l'intérieur. Et en fin de compte, bref, j'ai appris. Ça fait 8 ans, j'ai fait quelques centaines de dates maintenant. Marc Serron, est-ce que vous faisiez partie des gens qui disaient le disco ne mourra jamais? Alors, il y a deux choses. Déjà, c'est extraordinaire comme un mouvement musical ait pu faire des manifs comme ça. Il y a des gens qui se sont levés le matin en disant j'en peux plus du disco. Sauf que ce disco-là, ils ont eu raison. Trop de disco a tué le disco. Mais non, mais c'était pas de la disco. C'est pour ça que j'ai eu la chance de tenir, moi et d'autres confrères, que ce soit Kool and the Gang, que ce soit Chic, que ce soit... La disco, c'est une musique de discothèque, certes, mais qui est conçue pour les discothèques. Ce n'est pas de la musique qui fait du hit en radio, qui n'est pas péjoratif, hein. Où chaque maison de disques dans le monde entier, comme ils ont vu le train passer sans être dedans, ils ont pris leurs artistes locaux avec les tubes qu'ils auraient eu de toute façon. Ils les ont fait arranger à la sauce disco, et on a eu des déboulés en France. Tous les artistes sont passés de Sardou à Dalida, mais c'est pas ça la disco. Et les DJ d'aujourd'hui, ils se sont pas trompés, hein. Ils n'ont pas fait d'amalgame. Ce disco-là, oui, il était mort, il n'était pas viable, et moi j'aimais pas. Il y en a eu beaucoup dans les années début 80. C'était de la pop. Et non, la disco, c'est pas de la pop. Est-ce que nul n'est prophète dans son pays est un adage qui vaut avec la musique? Par rapport au style, on parlait des discothèques qui me sont très chères. J'ai écrit à notre ministre d'ailleurs à ce propos, d'avoir un peu plus de reconnaissance dans des lieux qui sont pour moi des lieux de spectacle. Je parle des grosses discothèques qui font jouer des artistes, des DJ qui ont le temps d'avoir une performance. C'est du show. Sur le Club 54, c'était un club où on pouvait croiser certes Mick Jagger, Michael Jackson, mais aussi tous les gens qu'on appelait les fly girls et les b-boys, les gens qui étaient frais, qui avaient du style. Il y avait un mélange social. C'était surtout... On a l'impression qu'aujourd'hui, la nuit, c'est quelque chose qui ne permet plus ce mélange social. Nous, dans les années 70s, on poussait un peu les meubles, et la disco, c'était pas de la pop avec qui on faisait un rythme pour être dans les clubs ou quoi que ce soit. Ça a été à la création musicale déjà, des productions qu'on faisait cibler pour les clubs. C'est pour ça qu'on ne s'occupait pas des radios. Il ne fallait pas que ça soit dans des discothèques normales. C'est pour ça qu'on a trouvé des garages, des sous-sols, des rames de métro. Et le premier club où ils ont pris un théâtre pour lui donner tout ce côté de provocation qu'on avait de l'époque. En France, il y a eu le Palace, il y en a eu un peu partout dans le monde. Et je me souviens, moi, comme si c'était hier, des carrés VIP. Il y avait Warhol, il y avait Gauthier, il y avait Good, et on croisait n'importe qui. J'ai vu un jour, il y avait un balcon, un peu comme le Palace. Au balcon, il y avait Jagger qui faisait des avec une nana là-haut. Et comment s'appelait sa femme à l'époque? Il y avait un cheval blanc dans le backstage. Elle est montée à poil sur le cheval. Elle est passée sur scène en faisant « Hey Mike !» Tout ça pour lui faire comprendre qu'elle avait compris ce qui se passait. C'est une petite anecdote, mais c'était un endroit fou. Et aujourd'hui, c'est le rap français qui a ça aussi.
Quand on voit des groupes comme PNL, comme MHD, comme Aya Nakamura. Ça c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. d'arriver. Mais pas de manière aussi populaire que l'électro. Il y a plusieurs façons de faire un retour dans la musique et Marc Serron a trouvé la meilleure, c'est de ne jamais partir. Ah, je croyais que vous alliez me dire que c'est grâce au rap que je reviens. Non, non, non. Je suis jamais vraiment parti. Dernière collaboration qui est sortie avant l'été avec un des rappeurs les plus avancés technologiquement, c'est le rappeur Laylo. En fait, moi, le titre, il était fait. C'était un titre en instru mon dernier album qui s'appelait DNA. Nos maisons de disques nous ont fait nous rencontrer. Et puis, il est venu me voir à mon studio, un début d'après-midi. C'est tellement compris, tellement simple. Il me dit, fais-moi écouter tes trucs. Est-ce que ça? Il s'est arrêté sur ce titre. Et il a pris le micro et en fin de compte, on a pondu le titre en une après-midi. Alors après, ça a demandé un petit peu de travail pour son autotune. Il sait exactement lui s'en servir. C'est un artiste qui a une immense dimension technologique dans son travail. Absolument. Je l'ai vu faire. Mais par contre, sur le plan créatif, sur le plan compo, il a pondu toutes les mélodies. Tac. Qu'est-ce qui vous impressionne chez quelqu'un de cette génération comme Laylo? Tout. La manière où il travaille, quoi. C'est avec 2 bouts de ficelle, c'est du bricolage. Puis moi, c'était les partitions, et puis à la fin, ça sonne, quoi. Donc on est scotché. C'est-à-dire, ils prennent l'outil, et ils l'ont transformé. Comment vous pourriez présenter Laylo à quelqu'un qui ne connaît pas sa musique? Comment vous la définiriez? Ouais, c'est un mec qui a du talent, c'est certain. Puis qui a une personnalité. Moi, ce que j'aimais bien aimer chez lui aussi, fait partie d'une génération des 70s où il fallait tout faire pour éviter de ressembler à l'autre. Et il a cette démarche. J'ai un autre truc qui va sortir, je crois, dans quelques semaines, avec un autre rappeur français, Luigi Picard. Du groupe Columbine. Et là, ça s'est tellement bien passé qu'au lieu d'en faire un, on s'est dit, allez, on fait un deuxième. Et c'est des expériences avec ces jeunes-là, c'est un bonheur. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau, cette génération? Qu'est-ce qui vous épate? Spontané. C'est retour un peu à mon époque. Pas de règles, pas de machin. Il n'y a que le résultat. Premier album, vous l'avez enregistré parce que personne ne voulait de vous. La différence avec la nouvelle génération, c'est qu'aujourd'hui, un ordinateur peut suffire à produire un album. À votre époque, il fallait quand même aller, oui, mais il y a un trouver. piège. Ouais. Il y a un piège. Moi, à mon époque, je fais partie de la période où on faisait tout pour éviter de ressembler à l'autre. Aujourd'hui, ces ordinateurs, très faciles à apprendre en quelques semaines. Le mec, il sait faire, il sait produire, ça. Mais ça va lui apporter quoi? Un son qui ressemble à quelqu'un d'autre? La grosse difficulté aujourd'hui qu'ont les artistes, s'ils veulent pas être des étoiles filantes, comme on l'appelle, c'est de tenir. Et c'est quoi tenir? C'est d'avoir une personnalité, d'y amener son soi-même, quoi. Je veux dire, pas l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, c'est simplement un instrument différent. Au lieu de jouer avec des cordes ou de jouer avec des baguettes, c'est l'instrument qui change. Mais par contre, la partie créative, de donner de soi, les mecs comme Laylo, c'est une putain de personnalité, quoi. Il y a une bonne rythmique, on va mettre 2 notes, on va les mettre en boucle, on va piquer un sample, on va le mettre dessus. C'est cette difficulté-là qu'ont la génération d'aujourd'hui. C'est de trouver une personnalité. C'est comme ça qu'on a des Christine and the Queen, Angèle, Clara Luciani, ça sonne différent, quoi. Mais dans le rap, dans l'électro et surtout dans le rap, c'est difficile de donner des étiquettes. Hein. La preuve, c'est que dès qu'il y en a un qui a une personnalité, boum, il cartonne. C'était quoi votre dernière claque en rap? Honnêtement, Laylo. Laylo. Ouais. On est d'accord.